Vous êtes entrée en campagne hier, Estelle, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Officiellement, parce que ça fait un petit moment déjà que vous êtes en campagne, la place de Mgombani résonnait au son de Esteli, Esteli. Pour tous ceux qui disent que vous ne parlez pas shimaoré, on va tout de suite mettre un terme à cette rumeur, puisque vous avez commencé vos propos hier, votre introduction en shimaoré. J'ai fait une partie du discours en shimaoré. Alors effectivement, j'ai beaucoup de difficultés à parler en shimaoré parce qu'en fait, je suis partie toute petite. Et donc, le shimaoré que je connais est le shimaoré d'une enfant, pas du tout capable de parler de politique, avec les insultes et demander à manger. Voilà, le shimaoré d'une enfant. Mais j'ai travaillé pour faire une partie du discours en shimaoré avec l'aide de Yazidou Mandui qui a gentiment m'a aidé pour la prononciation et pour écrire une partie du discours. Je pense que c'est important par respect pour nos aînés qui ne parlent pas toutes parfaitement français, même si elles me comprennent parfaitement et sont mon principal soutien. Mais je voulais en fait avoir cette politesse envers celles et ceux qui me soutiennent. Et puis on a surtout aussi insisté pour qu'il y ait une partie des orateurs qui parlent en kibushi, puisqu'il n'y a pas que le shimaoré à Mayotte. Et la circonscription part d'Aqua et va jusqu'à Msapéré. Donc une partie de ma future circonscription, si je suis élue, par le kibushi. Donc on a fait cet effort. J'espère, je demanderai de l'aide pour faire une partie la prochaine fois de mon discours en kibushi. Beaucoup moins parce que l'accent, autant le shimaoré m'est familier à l'oreille et au prononcé, autant le kibushi, vraiment pour moi, c'est extrêmement difficile. Mais oui, j'ai essayé, je ne dis pas du tout que c'est parfait, et je ne peux que m'améliorer, mais je pense que c'est normal de faire cet effort. Alors, votre suppléant, si vous êtes élu, c'est Saïd Kambi, qui était en super forme hier, qui a mis l'ambiance. Oui. En fait, Mgombani, c'est le quartier de ma famille. Oui. C'est là où habitait et où est enterrée ma grand-mère. Donc c'était très fort émotionnellement. C'est un symbole en réalité. Oui, exactement. On avait choisi cet endroit vraiment pour marquer mon ancrage et mes origines. Et le Grand Nord est descendu pour participer à ce rassemblement, dont Saïd Kambi, qui est mon suppléant, Rigotard Anli, qui est de Bandrabois, avec Fatiou, qui est aussi de Bandrabois. Et puis il y avait en Laouia, qui est de Petite Terre, des personnes qui sont chacune avec un ancrage particulier. Et je veux aussi remercier Madame Sandati des femmes leaders et Maïbou qui sont venues pour représenter le soutien des femmes leaders, qui est très important puisqu'on sait que ce sont les héritières des chatouilleuses et elles portent l'engagement pour Mayotte que j'espère porter jusqu'à l'Assemblée nationale. Pour moi, cette investiture, c'était présenter ma candidature, présenter notre combat et aussi donner la parole à toutes celles et ceux qui comment dire, se battent au quotidien pour survivre à Mayotte. Alors Estelle, comment faut-il vous classer sur l'échiquier politique? Ah, j'ai pas d'étiquette. Ben oui, c'est pour ça. Mais si vous êtes capable, vous, de me donner une grille de lecture de l'échiquier politique mahorais, je dis bravo. Celui qui est sur cette chaise-là tous les matins, Monsieur Raos, est quand même PS, qui soutient Mélenchon. Parti social mahorais. Parti social mahorais. Donc, proche du PS, il soutenait le président Hollande. Il était quand même socialiste au niveau national. Qui soutient le candidat Mélenchon, donc l'extrême gauche, mais qui fait la campagne de Monsieur Elad Chakrina, ex-LR, qui avant était comment dire, centriste quand il était en métropole, Monsieur Chakrina. Et Raos soutient également Issa Abdou, qui est le président Macron. Donc je veux dire, juste en une personne, ça résume un petit peu le manque de clarté. Oui, mais c'est vous qui êtes candidate. Non, mais et vous siégerez dans quelle majorité? Non, mais parce que vous me demandez à moi, qui répond très simplement, je n'ai pas d'étiquette. Et c'est inaudible dans un paysage politique où si vous arrivez, un chien ne retrouverait pas son chat, mais à moi on me demande la clarté. La clarté, elle est très simple. J'ai dit que je n'ai pas d'étiquette. Je ne soutiens aucun candidat à la présidentielle pour une raison simple, c'est que je sais que je ne peux pas soutenir le président Macron pour une réélection.
Je considère que son mandat a été catastrophique à Mayotte. Il n'a tenu aucun des engagements qu'il a pris lors de la crise de 2018 et lors de sa venue. Je vous demande où est la piste longue, je vous demande où est le deuxième hôpital, je vous demande de regarder où en sont les chiffres de l'insécurité et de l'immigration clandestine, je vous demande de faire le bilan de l'accord de coopération avec les Comores qu'il a renouvelé malgré toute l'opposition de la population. Je vous demande de voir où on en est de nos infrastructures comme l'eau, puisque les tours d'eau ont continué. Magiquement, ils sont suspendus pendant l'élection présidentielle. N'y voyez aucun lien, bien sûr. Moi, je pense que les coupures d'eau vont reprendre dès que l'élection sera finie, mais on va encore dire qu'on a toujours tort. Néanmoins, moi, je sais qu'on ne peut pas revoter pour quelqu'un qui ne fait pas le boulot. Ça, pour moi, c'est clair. Par contre, je ne donne aucune consigne de vote. J'ai dit que j'étais sans étiquette. Et être sans étiquette, c'est travailler avec tout le monde. Et je l'ai toujours fait et je continuerai à le faire parce que mon parti, mon seul parti, c'est Mayotte. C'est Mayotte d'abord parce qu'on a des priorités qui sont autres que celles que la métropole. Il n'y a aucun parti au niveau national qui a le moindre projet, la moindre ambition pour Mayotte parce qu'ils ne comprennent pas nos problèmes. Le sujet, c'est de faire du lobbying, de faire de la pédagogie, de faire des alliances à Paris pour défendre et faire avancer nos dossiers. Alors, si vous êtes élu député au mois de juin, député de la première circonscription de Mayotte, oui, vous la décriviez tout à l'heure, voilà, vous siégerez où? Vous serez forcément dans l'opposition. Bah, écoutez, si vous êtes capable de me dire qui sera le prochain président ou présidente à l'Élysée, mais surtout de me dire qu'il ou elle aura la majorité au Parlement, je vous mets au défi n'importe quelle analyse politique aujourd'hui de nous dire comment sera composé le Parlement. Moi, mon intuition et mon analyse, c'est que quel que soit le président ou la présidente qui sera élu, on a de fortes chances d'avoir un Parlement extrêmement morcelé et satellisé, voire une cohabitation. Parce que le pays est tellement polarisé, avec des visions de développement et d'avenir pour la France tellement différentes, qu'on est quasiment certain, si on a une élection qui se passe normalement, ce qui n'est pas certain parce que pour le moment, la campagne présidentielle est complètement confisquée par la question de l'Ukraine, mais aussi parce que le président de la République a refusé de faire campagne pendant l'automne. Il l'a fait sur les deniers publics en faisant une quantité d'annonces incroyables de futurs plans, comme il l'a fait avec nous, en disant on a une loi programme si je suis réélu. Donc le président candidat a fait campagne sans le dire officiellement, refuse le débat. Donc on est confisqué de ce débat pour la présidentielle. Ça suscite beaucoup d'antagonisme et d'agacement en métropole. Ça veut dire que si les électeurs se déplacent et vont aux urnes, ce qui n'est pas certain parce qu'on anticipe beaucoup d'abstention pour la présidentielle, ça veut dire que les électeurs vont aussi exprimer leur colère lors des législatives. Ça veut dire que la logique des pleins pouvoirs qui avait été accordée au président Macron, qui avait réussi cette espèce de coup de poker inouï au niveau historique d'avoir non seulement pas de parti qu'il a construit au fur et à mesure de sa campagne pour arriver à l'Élysée et d'imposer des législatives où il a mis que des néophytes, je pense qu'il n'y aura pas deux fois le même miracle. Mais de la même manière, si on est avec Madame Le Pen qui est élue à l'Élysée, il y aura nécessairement un sursaut républicain en face et une coalition qui va faire qu'elle serait en cohabitation. Donc dans ce contexte, oui, moi je pense que si je suis à l'Assemblée nationale, je serai dans une position de force pour pouvoir travailler avec tous. Parce qu'on sera dans des coalitions permanentes et que là, moi, je serai en capacité de dire « je peux voter ce que vous voulez si vous nous construisez la piste longue avec des fonds nationaux qui sont inscrits au projet de loi budgétaire de décembre, que vous nous mettez l'argent nécessaire pour le pont, que vous nous mettez l'argent nécessaire sur des fonds nationaux et pas des fonds européens qui ne sont jamais débloqués, des fonds nationaux pour construire le système d'assainissement, pour construire le système de production d'eau potable. Ça veut dire la 3e retenue collinaire, mais aussi de la désalinisation qui fonctionne. Ça veut dire
plus d'outils pour le deuxième hôpital sur des fonds nationaux. C'est ça les négociations qui doivent avoir lieu à Paris. Dernière question, parce que ça passe hyper vite, Estelle. Dans votre circo future, enfin en tout cas celle que vous prétendez, que je vise. Voilà, exactement, pas moins de 10 candidats Et ils ne sont pas tous déclarés. Sont annoncés, c'est ça, pas tous encore déclarés. C'est une chance pour vous, cet éparpillement des voix? Non, une chance non, pas du tout. Je pense même que c'est une stratégie. L'idée, parce que tout le monde sait que le gouvernement, s'il pouvait me faire taire, a à peu près tout essayé. Je pense que ma candidature dérange. Elle scandalise les partis qui se retrouvent un peu secoués par la société civile et que donc on se retrouve avec toutes sortes de candidatures qui n'ont aucune chance d'aboutir parce qu'elles sont ultra localisées, mais qu'elles servent à éparpiller le vote. Par contre, je pense qu'il faut... nous, on ne va pas, le collectif des citoyens, on a choisi d'aller aux élections parce qu'on n'a pas été entendu et qu'aucune de nos revendications n'a été relayée par les partis politiques. Alors que la population soutenait. Alors que la population a massivement déclenché le mouvement de 2018. Ce ne sont pas les politiques qui ont déclenché ce mouvement-là. Donc les partis à Mayotte sont en faillite. Les élections départementales l'ont encore montré. Ce sont que des gens qui ont quitté les partis qui ont réussi à être élus. Donc le sujet n'est pas pour les politiciens et les politiciennes d'essayer de barrer la route à la société et de faire entendre, de refuser la réalité qu'on dénonce chaque jour. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à comprendre que cette volonté d'éparpiller les votes au premier tour en multipliant les candidatures, c'est pour éviter que j'arrive au second tour. Très bien. Moi, je pense que chacun pour soi et Dieu pour tous, si la seule logique, c'est d'empêcher d'avancer Mayotte, d'empêcher d'amener la combativité à l'Assemblée nationale, chacun aura compris quel est l'intérêt des uns et des autres. Ce que je demande aux électeurs et aux électrices, c'est de faire leur choix en conscience dès le premier tour. On ne peut pas se permettre de faire le petit vote sympathique qui ne sert à rien au premier tour pour satisfaire les liens familiaux, les promesses, etc., en se disant, de toute façon, au deuxième tour, je vais voter pour Estelle Youssoufa, parce que je sais que c'était mon choix dès le départ. Le sujet, c'est de faire ce choix dès le premier tour, massivement, pour que je puisse avoir un mandat fort et qu'on envoie un signal fort aussi à Paris en disant, non seulement elle a un soutien, et ce n'est pas que des coalitions et des accords de deuxième tour, c'est massivement que la population m'amène à l'Assemblée nationale pour avoir ce mandat-là. C'est pour ça que c'est important. Et effectivement, on est déjà à 10 candidats dans la circonscription Nord, il y en aura probablement une douzaine. Moi, je pense que ce sont des candidatures, certaines pour témoignage, certaines pour exister, mais d'autres qui sont clairement là pour me barrer la route, qui n'ont aucun projet, aucune ambition, des personnes qui n'ont d'autres partis qu'ils ou elles-mêmes et qui, en plus, sont restés silencieux chaque fois qu'il y avait une crise. C'est des gens qui sortent la tête de leur coquille uniquement quand il y a une élection. Et ça, c'est un problème parce que être sur le terrain, quand j'entends les uns et les autres me dire « je ne suis pas sur le terrain », pardon, mais toutes les publications qu'on fait, toutes les lettres qu'on écrit, toutes les revendications qu'on porte, ils n'étaient pas là, ils et elles n'étaient pas là. Ils étaient où? Ils étaient planqués tranquillement dans le 4x4 ou dans leur canapé en train de regarder et d'attendre que ça se passe. Pendant que nous, on était sur le terrain à se prendre les cailloux, à aller rencontrer les gens qui sont en difficulté, à faire entendre la difficulté des uns et des autres. Mais il y a un sujet dont je voudrais parler, parce que vous en avez parlé lors de la discussion tout à l'heure, c'est la question de la sécurité alimentaire. On en a un peu parlé et je voudrais que l'on comprenne, parce que les débats qu'on peut avoir sur ces législatives restent quand même à un niveau qui pour moi, n'est pas à la hauteur des enjeux. Nos enjeux pour Mayotte, c'est effectivement l'insécurité. Mais l'insécurité n'est pas que physique, c'est aussi notre insécurité alimentaire, c'est notre insécurité économique. Aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine, qui nous paraît très éloigné, ça pose deux questions pour Mayotte. Le premier risque, et la crise qui se pose à nous, c'est la question de notre sécurité alimentaire, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'on va avoir en approvisionnement, et on va en blé, avoir. Et on va en avoir. Mais ce n'est pas que nous. C'est toute la planète qui va être touchée par des problèmes, des hausses de prix pour les céréales et pour s'alimenter. Ça veut dire probablement des crises sociales qui vont venir
dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, principalement en Afrique. Ça veut dire plus d'immigration clandestine à Mayotte. On l'a écrit la semaine dernière dans France Mayotte. Ça, c'est un sujet. Oui. Mais la deuxième chose de la crise en Ukraine, c'est la prise de conscience en Europe de l'urgence de trouver d'autres sources de gaz. Ça veut dire que cette guerre en Ukraine, c'est aussi une opportunité pour Mayotte. Ça veut dire que tous les projets de développement dans le canal du Mozambique vont accélérer et qu'on doit, nous, vraiment se positionner et travailler à prendre notre part dans le développement de cette exploitation gazière dans notre région. Parce que la Réunion, qui est elle aussi sur ce projet, reste de l'autre côté de Madagascar. Exactement. Et c'est Mayotte qui doit en profiter. Donc on doit voir dans cette crise... Moins de 48 heures de mer, il faut le rappeler, de la zone d'extraction. C'est nous qui devons profiter de cette exploitation gazière. Donc il faut voir cette crise de l'Ukraine, non seulement pour les risques qu'elle pose, et ils sont importants, mais aussi pour les opportunités qu'elle présente. Et c'est ça qu'on doit avoir dans notre député pour notre circonscription. Des personnes qui sont capables de regarder au-delà de leur nombril, de leurs petites questions partisanes et de comprendre quel est l'intérêt. Pas dans les 2 heures, pas dans les 2 jours, mais sur le moyen et le long terme. Pour nous, pour nos jeunes, pour nos enfants, parce qu'on doit construire le Mayotte de demain. Merci Estelle Youssoufa, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Bonne campagne. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on continue avec Philippe Martinez, c'est la fin de ce temps de parole.